ces 13 étages de béton, à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche, 2500 technocrates, choisis parmi les meilleurs économistes mondiaux. Ils sont anonymes, discrets, ne se confient pas aux journalistes et n'apparaissent jamais à la télévision. Pour le compte du Fonds monétaire international, ils sillonnent la planète, enquêtent, fouillent, auscultent les économies malades, puis rentrent à Washington désigner les bons et les mauvais patients. Créé il y a tout juste 50 ans à Bretton Woods pour faciliter le commerce mondial et la stabilité d'échange, le FMI, dont l'actuel directeur général est un Français, Michel Camdessus, a aujourd'hui pour principale fonction la gestion de la dette extérieure du tiers-monde. Il sert de médiateur entre les créanciers et les pays débiteurs. La dette de l'ensemble des pays en voie de développement est aujourd'hui de 1 300 milliards de dollars, et les seuls intérêts de cette dette représentent entre 45 et 75% de la totalité de leurs recettes d'exportation. Ces pays n'ont qu'une seule solution, solliciter de nouveaux prêts pour rembourser les anciens. Au Fonds monétaire, chaque État membre a un droit de vote correspondant à la richesse du pays, une situation particulièrement perverse en ce qui concerne les pays sous-développés. Si la France détient 5% des voix, les États-Unis en ont 19 et le pouvoir de bloquer toute décision. Et les 49 États africains, qui ne peuvent verser qu'une quote-part dérisoire, ne disposent tous ensemble que d'un nombre de voix sensiblement égal à celui de la Belgique, soit moins de 3%. Notre compatriote Blaise Pascal avait cousu dans la doublure de son costume, son manifeste, joie, joie, pleurs de joie. Moi, j'ai ici dans ma poche tout le temps ce bout de papier crasseux qui est l'article 1er des statuts du Fonds monétaire international. Et il est dit là, paragraphe 5, que la mission, alors je m'en sers tous les jours, n'est-ce pas, que la mission première du Fonds monétaire international est de donner confiance à ses membres que s'ils s'engagent dans des politiques économiques courageuses, celles-ci réussiront et le reste du monde les soutiendra. Riche de près de 100 milliards de dollars, le Fonds monétaire international est devenu au fil des années une gigantesque banque qui propose une partie de ses capitaux aux pays qui connaissent des difficultés de paiement. Ces prêts sont conditionnés par la mise en place d'une nouvelle politique économique. Avant d'ouvrir ses coffres, le Fonds monétaire réunit son conseil d'administration pour décider si le pays demandeur a bien appliqué les remèdes prescrits par ses experts. On appelle cela passer le test du FMI. Pour obtenir ce certificat de bonne conduite, il faut avoir suivi à la lettre les consignes du fonds et donner des preuves de sa bonne volonté. Ce matin, sur la sellette, la Jamaïque, qui subit depuis 3 mois l'épreuve du test. 5 fonctionnaires du FMI viennent de rentrer de Kingston, la capitale, et vont remettre leur diagnostic, un état des lieux de l'économie jamaïcaine. Leur pouvoir est énorme, car un avis négatif peut entraîner le non-renouvellement du contrat et la suspension du prêt. En fin d'après-midi, la décision, prise dans cette salle, sera communiquée au ministre des Finances de la Jamaïque. Le FMI, c'est un peu le professeur qui va vous enseigner la meilleure façon de marcher, le docteur qui vient se pencher au chevet des économies malades. Plusieurs pays ont manifesté récemment une certaine réticence à avaler des potions sans savoir si leur organisme serait en état de supporter un traitement de choc. Située entre Cuba et Haïti, la Jamaïque est à peine plus grande que la Corse. Peuplée de 2,5 millions d'habitants, dont plus de la moitié ont moins de 20 ans, sa population double tous les 30 ans. Ancienne colonie britannique, l'île n'est indépendante que depuis 1962 et la reine Élisabeth d'Angleterre en est toujours officiellement la souveraine. Si une longue soumission aux instructions du FMI garantissait le salut, cette île des Caraïbes devrait être le paradis. En fait, la Jamaïque est surtout enlisée dans le surendettement. Cette situation, un chiffre la résume. Les seuls intérêts de la dette extérieure représentent la moitié des recettes des exportations. Dans l'espoir d'une relance un peu ternie par une dette record, le pays vit actuellement une cure d'austérité. Sur les relations entre la Jamaïque et le FMI, le poète Mutaba Ruka a écrit cette chanson, très populaire dans les ghettos de Kingston,
et pendant longtemps interdite à la radio. You are also charged for charging people too much taxes because of your mismanagement, spending money then taxing the people for it. You keep borrowing money from the IMF and the World Bank in the people's name, continuing the oppression of black people by the same colonial masters. Why you can't learn? No so-called third world country have been able to break loose from these money hawks. You have black people in a vicious cycle. If it wasn't for me, black people in this country would still be worshipping the Statue of Liberty. Because there's only one people that clean the street. It's one people that eat out a garbage heap. One people that cut sugar cane. One people in the sun and rain. And one people that tile. And it's one people that see a collect the kyle. And speaking of Uncle Sam, politician Sankey sing. And politician change my mind. You are brought here for tricking black people by promising them good living every 5 years. You have been selling out black people to foreigners. But the tourist business is very vital to our national development. Vital? Vital to who? With your all-exclusive hotels? Tourists will soon think that Negroes are next island by itself. You claim that the poor can't take no more, but you're not giving them anything. As Jamaicans, in his centennial, must call upon the government of the day to show us what is happening to the black sovereignty of Jamaicans. What will be the future of Jamaica? Where will Jamaica go tomorrow? What will happen to the bankrupt working class of Jamaica? What happened to the deficit? The capital expenditure for this financial year, which is $6.9 billion. Where Jamaicans are going to get this money? Knowing to the fact that our ancestors was taken from Africa to come and work in the sugar plantation of those colonial masters who are from America and Europe. En Jamaïque, trouver du travail est devenu un cauchemar quotidien. Le chômage touche 30% de la population active et 70% de ceux qui ont la chance de travailler gagnent moins de 10 francs par jour. Toute l'industrie sucrière repose sur l'emploi d'une main-d'œuvre bon marché. Ceux qui produisent sans consommer, ou presque. They come to work 8 o'clock and they get $78 per day to work. And we are supervisor now, we get $109 a day to work. Some of the time they throw fertilizer. The fertilizer people, they get the pay by the acres. And the day work people get day pay. The fertilizer people get, like I said, $39 per acre. When they throw over the cane, they get like $45 per acre. We're not working no And we're not working no money. $70, $77 a day. And when union job, if we work on $700, them jobs, then we draw $200 out of $700. And when they give it a look of $500 or $400, that's not nothing. Because that's just fear. 3 fear we pay a man in time to come and work. And that cost of living high. If you forgot to buy your shoes, then still tax up on the shoes.
The grocery in our shop, then still tax upon it. Everything. So we have to pay how much tax out of one little salary. So we are work a weekend. So that's why we're feeling it hard, very hard. When the crop done, then give it 3 days. 3 days, then give it. We go to work now, and we come to work, and they say no work, and they want me to go back without pay. Our salary that we get, it don't suit us. It don't suit us. No, we don't get no help. We don't get no help from government. This is only what we work. And then the income tax draw out almost half of the money. So we get go home. Income tax, NIS, government ban, teachers tax, all different kind of money draw out of it at weekend time. It gets worse because the money that we are earning now, it can't buy anything because the more they say they increase our pay, the more the things them gone up, like food, clothes and those things. So tax and everything, so everything just gone back to the government. We don't get anything. We don't get anything. Some of the time we even have to suffer, even at the times we can't find lunch to come out here with. Some of the time we have to leave our home without having breakfast until Thursday come again before we can have anything. It's very rough. It's rough. Pour raconter les relations entre le FMI et la Jamaïque, il faut remonter 20 ans plus tôt, dans les années 70. En 1972, le socialiste Michael Manley, d'origine anglaise, est élu Premier ministre du pays. Because they believe that a new day is dawning. When I believe that when the sun rises, it rises to express the hopes of all the people of Jamaica. Then I am encouraged to say. Pour la Jamaïque, peuplée en majeure partie de descendants d'esclaves noirs, amenés de force par des négriers anglais, les réformes qu'entreprend Manley sont révolutionnaires. Droit de vote à 18 ans, vaste réforme agraire, salaire égal pour les femmes, création de coopératives agricoles, versement d'allocations familiales, éducation gratuite, formation des premiers syndicats, revenu minimum garanti et droit à la retraite. La Jamaïque devient un modèle, avec une croissance de 6% par an, une tradition démocratique, une presse d'opposition vivante et des services de santé et d'éducation remarquables. Aujourd'hui, Michael Manley, qui s'est retiré de la vie politique, dirige une entreprise de télécommunications. 1 year after we came to office, the whole of the equation of energy prices literally went through a convulsion that shook the entire world. And it shook Jamaica more than most because we were an entirely energy-dependent country. We have no oil, no coal, no hydroelectric power. So when oil soared by multiples, we were caught in an enormous economic crunch. Further than that, the period where there were those inflows of foreign capital had created an illusion of being able to finance a standard of living that was not founded in the reality of production and exports. So we were caught with an illusion on the one side and a crushing new reality on the other. And to say we were rather like a little thing, an ant between these two great rocks. Avec un prix de l'énergie multiplié par 4, le coût des réformes économiques prend très vite l'ampleur d'un désastre. En 1975, Michael Manley essaie de négocier un prêt auprès des États-Unis. Mais celui que la Maison-Blanche appelle la taupe communiste a un défaut majeur, ses relations étroites avec son voisin Fidel Castro. Washington veut bien aider Michael Manley, mais exige en échange une rupture avec Cuba. Manley refuse et s'adresse alors sans succès au FMI qui se méfie lui aussi de ce gouvernement socialiste à la pointe de l'Amérique, ami d'un voisin aussi remuant qu'imprévisible. We did not have the same ideology at all. At all. We were profoundly traditional democratic, and they were, Marxist-Leninists. Washington could not deal with it as an anti-apartheid struggle.
but saw it as a support of Cuban communism. And we said it is not a support of communism. That is a separate issue. It is struggling against a third world issue. Washington would not buy that, so that our troubles with Washington were really about that and about the relationship with Cuba. The IMF, I don't think they really took that into account significantly at all. They had a separate agenda, which was to impose their financial ideology on Jamaica. And if there had been no Cuba, I think they'd have done exactly the same thing, if you follow what I mean. Un an plus tard, la Jamaïque, le plus grand exportateur de bauxite du monde, va subir un deuxième choc, l'effondrement du cours du minerai qui baisse de 50% sur le marché mondial. Or, la bauxite assure 75% des revenus et toutes les mesures sociales ne peuvent fonctionner qu'avec un afflux massif d'argent. Pour pouvoir continuer à financer ces réformes, Manley tente de prendre en main la production des mines, encore contrôlée par les États-Unis, et sème la panique dans les cercles financiers. Les multinationales de l'aluminium s'empressent de transférer la production en Australie et en Afrique. Pire, les sociétés étrangères claquent la porte et décident de mettre fin aux investissements dans le pays. Émigration des cadres les plus compétents, fuite des capitaux, peu à peu, le système dérape. La Jamaïque est durement touchée par la fermeture de ses plus grandes mines et au bord de la faillite. En froid avec la Maison Blanche, Manley décide de frapper à nouveau à la porte du FMI. They look at your taxation, your outflows, your debt servicing, your internal expenditure, and that they impose upon you a resolution of macroeconomic questions. And if you choose not to resolve it to what their technicians say is an appropriate level, you get no loan. You get no seal of approval, and that means you not only don't get their loans, you can't get World Bank money, you can't get Inter-American Development Bank money, you probably can't get commercial bank money. At least it's very difficult to get commercial bank support. Now, the problem with the IMF, therefore, is not they say cut education but don't cut health. They say your total expenditure is whatever, you find a way to do it. And my criticism of them, very powerfully at the time, and still a basic criticism, is that they try to impose surgical solutions which can be justified on a theoretical macroeconomic model as logical. But that when they impose that in a very short time frame, they also impose upon their client country a contradiction. Because if you compress all expenditure, you have no resources left for development. You have no margin left to train cadres to be managers, or accountants, or scientists, or research people. So there is no developmental thinking within the IMF model. Now, they've always said development is not our problem. Correcting financial instability is our problem. Making sure you can repay your commercial bank loans is their responsibility as the world's banker of last resort. And they just say, development's your problem. But what they don't understand is that the kind of solution they impose makes development almost impossible, and two, may put you into a level of social instability that makes even the management of the society extremely difficult. Fin 77, Manley s'adresse de nouveau au FMI qui pose ses conditions. En contrepartie d'un premier prêt de 200 millions de dollars, le Fonds monétaire exige l'application d'un plan particulièrement sévère. Diminution des programmes sociaux, forte dévaluation de la monnaie sans hausse des salaires, suppression des subventions sur les produits de première nécessité, hausse des tarifs publics, hausse des impôts, liberté des entrées et sorties des capitaux. They tried to impose an extremely draconian program on us. We felt that it was too sudden, too sharp, too brutal. And it is as if the IMF got us in a garrote.
They not only then imposed a really brutal program, but I have no doubt there was a punitive element, because we had fought them in the first program. Le FMI entre en scène une troisième fois. Il exige un droit de regard sur toutes les orientations économiques du pays et pose des conditions inacceptables pour un gouvernement socialiste. Michael Manley se sent incapable de faire supporter par la population un plan d'austérité aussi sévère. They were trying to negotiate a new program with us, and our analysts detected the fact that one key group of tests that would be due to be passed, benchmark criteria, I remember it was to be in the July of that year, that they were cast in such a way that it would be totally impossible, that if everything went perfectly, we could not have passed them. And we said to them, but this is insane. You cannot ask us to sign an agreement when we can demonstrate objectively that we cannot pass one of the tests. It was all to do with the seasonal movement of finance when you get inflows and outflows. And when they would not amend the test on the demonstration that it was impossible, we then had a major internal political crisis. And after a huge internal debate within our movement, eventually voted that it would in fact be suicide to sign the agreement, which you were bound to fail. And so we did not. Le Fonds monétaire a un pouvoir énorme parce que si un pays ne veut pas suivre ses directives, le Fonds peut dire au monde entier tel ou tel pays ne met pas en pratique une bonne politique économique et de ce fait, nous pensons qu'il ne faut pas lui prêter et tout le monde le suit. Donc c'est une très mauvaise idée d'être montré du doigt par le FMI parce que si vous n'avez pas le sceau d'approbation du Fonds monétaire, vous n'allez trouver du crédit nulle part. Comment se pose le problème? Quand un pays n'a plus de ressources pour équilibrer sa balance des paiements, c'est-à-dire pour acheter ce qu'il lui faut à l'extérieur, et qui ne trouve plus de concours bancaires ou autres parce qu'il a épuisé ses capacités d'accès au marché financier ou même à l'aide bilatérale. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il a deux voies qui s'ouvrent à lui. Ou bien il laisse l'inflation prendre en main le problème, c'est-à-dire qu'il imprime de la monnaie et il fait des promesses à ce moment-là, y compris aux plus défavorisés, et c'est l'inflation qui, en fait l'allocation de la ressource. C'est-à-dire que c'est l'inflation qui va déterminer qui va être sacrifié. En général, et je dirais même, moi j'ai jamais vu d'exception, quand on le fait de cette manière-là, ce sont les pauvres qui sont le plus affectés. Parce que ce sont les pauvres qui n'ont pas mis d'argent à l'extérieur, qui n'ont pas de système d'indexation et qui donc sont laminés par le phénomène inflationniste. L'autre voie, c'est de collaborer avec le Fonds monétaire international ou d'autres puissances donatrices et d'essayer d'organiser ces affaires de telle façon qu'on mette de l'ordre dans le budget, on réduise l'inflation et qu'on favorise l'offre productive, qu'on favorise l'offre, c'est-à-dire, dans notre jargon, la production. Je pense que la deuxième méthode, qui est systématiquement recherchée par le FMI, est meilleure du point de vue social que la première. Alors, quand on dit le Fonds monétaire international n'a pas suffisamment tenu en considération le problème des segments les plus pauvres de la population, je crois que c'est profondément inexact, parce que si on n'avait pas adopté ces actions de redressement, on aurait très certainement eu moins de production et plus de détresse. Alors c'est toujours difficile à démontrer, mais du point de vue économique, on peut le démontrer.
quand les banques ne veulent plus vous donner de crédit, quand vous n'obtenez pas de quoi faire tourner la machine et vous avez besoin d'emprunter, vous avez un seul recours à ce moment-là, c'est le Fonds monétaire qui vous prête, mais qui ne vous prête pas gratuitement, c'est-à-dire qui vous prête avec une conditionnalité qui est stricte, et plus vous empruntez, plus les conditions macroéconomiques deviennent sévères. Moi, je pars d'un principe très simple, c'est qu'un État membre du Fonds monétaire international qui accepte de signer un accord avec le Fonds est libre de le signer, de le passer ou de ne pas le passer. Sa souveraineté nationale est intégrale. Le Fonds monétaire fonctionne parfaitement dans un cadre qui peut être un cadre nominalement démocratique. Il ne cherche pas particulièrement à favoriser tel type de gouvernement, mais certaines solutions sont incompatibles avec ces programmes de privatisation et de l'économie de marché, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir une option socialiste et appliquer une politique du type Fonds monétaire. Début 80, une campagne de déstabilisation est menée contre Michael Manley. Les moyens sont énormes. Chaque matin, des pages entières sont achetées dans les journaux et les murs recouverts d'affiches. Un torrent de capitaux privés fuit le pays et les réserves en devises étrangères sont réduites à néant. Plus grave, les armes sophistiquées d'origine américaine sont introduites en Jamaïque, provoquant une montée de l'insécurité et la chute brutale du tourisme. Le flot de vacanciers, une clientèle à 90% nord-américaine, se réduit singulièrement. Air Jamaica est obligé de revendre sa flotte de Boeing. Dans l'indifférence d'une opinion publique mobilisée par les problèmes quotidiens, Manley s'efforce de sortir de l'engrenage. Il tente par tous les moyens de réduire la violence et fait afficher des promesses de récompense pour freiner le déferlement des armes. Jamaica was being, I want to choose my words carefully, was being nudged almost towards civil war. And I felt that for a country that was trying to establish a genuine democratic tradition, that is choice by argument, persuasion, even by propaganda, but still choice and a vote, I thought it would have been the end of everything that I believe in for Jamaica, everything that my father believed in for Jamaica, which is the prospect of building a democratic society. It would have been ruined forever. And so I decided in my own decision that the whole country was literally almost on the verge of civil war. And there's only one way to resolve it, and that's to have an election. Le parti d'opposition décide à l'approche des prochaines élections de 80 de présenter contre Manley Edward Seaga, le champion de la libre entreprise. Le choix de l'opposition est on ne peut plus judicieux. Edward Seaga a été pendant plusieurs années le représentant du FMI en Jamaïque, puis à Washington. Ami de Jimmy Carter et de George Bush, alors directeur de la CIA, Edward Seaga a surtout des liens très étroits avec Ronald Reagan, qui, intervenant en pleine campagne électorale, déclare « Avec Seaga, la Jamaïque sera l'exemple de ce qui peut être accompli par un gouvernement qui partage les convictions américaines. » There was bitterness towards us, I think, in the IMF. We now know that an IMF representative was really behaving like a political activist in Jamaica at the time, openly having meetings with the opposition, with leaders of the private sector, and helping, shall we say, to stir the pot of confusion in the country. Tout est mis en place pour que le parti au pouvoir soit battu aux élections, et dans les rues, c'est l'émeute permanente. À Kingston, les supporters des deux partis politiques s'affrontent à l'arme automatique. Chaque parti a son ghetto,
et la violence trouve dans des conditions économiques et sociales difficiles un terrain favorable. Cette violence va finir dans un système gangrené par faire partie de la vie quotidienne. La campagne électorale, d'une violence inouïe, se soldera par plus de 600 morts. The degree of violence that was being perpetrated, that is gang shooting gang and all gangs eventually defending themselves by fighting back, had created a total atmosphere of instability in the country, that people didn't really feel safe any longer. And that was by design. That, I'm sure, was deliberate to get that result. And the third factor was that the very people who had the deepest attachment to our movement, which was the masses, the poor, the rural workers, etc., they were now beginning to suffer serious shortages in the shops. Food was short because the foreign exchange wasn't there. There were some shopkeepers who would hoard the food to increase the illusion of scarcity. And between all that was over, there was a general no way, this has to come to an end, and so we were swept out of power. Michael Manley est écrasé aux élections de 1980. 3 semaines après l'élection d'Edward Seaga, la criminalité chute brutalement. Déjà, les agences de voyage américaines redécouvrent le charme des plages de la Jamaïque et annoncent une remontée en flèche des réservations. Rassurés, les hommes d'affaires reviennent et on constate un afflux massif de capitaux. Les experts américains prennent position au point névralgique de l'économie et les rayons des magasins sont miraculeusement garnis. Francis Pisani, envoyé spécial du journal Le Monde, écrit « Le FMI s'est livré à une véritable machination et parle même de coup d'État. » Whether you would say it was a coup d'État is because Jamaica had been put through a process of calculated violence. And that calculated violence had added to the turmoil, to the confusion, for the difficulty that people would have to approach the issues of an election with any kind of normal rationality, with normal detachment. And I don't think that happened by accident. I think it was deliberate. Now, if you ask the perpetrators, they would probably first deny that they were the perpetrators. But they would go on to say that in any case it was bound to happen because they were stopping this communist, quote, communist, unquote, plot. There was in fact no communist plot. There was a genuine argument about political directions, about economic strategy, and the suggestion that it really was a communist process, a sort of crypto-communist process, was just a lie. It was just untrue. Edward Seaga, qui est toujours à la tête du Parti travailliste jamaïcain, dirige aujourd'hui la première entreprise de construction de Kingston. There was a group of people who believed that they could defy the basic economic laws. All of this didn't start with them. It started 100 years ago with Marx. Manley lost the election not because of the IMF, but because of Manley. Because he took this country in the direction of Cuba. And Jamaicans do not want their country to be another Cuba. It was the political decisions and the political direction that he took the country that caused him to lose in 1980. Un peu plus du quart des habitants de l'île vit autour de Kingston, qui a la triste réputation d'être une des villes les plus dangereuses du monde. Le tiers de ses habitants squattent et ne paient aucun loyer. Apportant un surcroît de pauvreté, la récession draine vers la capitale encerclée par les bidonvilles, paysans et ruraux en quête d'emploi, d'une vie meilleure.
It's getting worse here with us right now. I set them inside to catch the water. The water from the top side, they run down inside the house. Anything's on the ground, but I have to take it up, pack it up on the bed. Sometimes one bed sometimes gets wet, everybody. I call 10 of us have to sleep on one bed. And when we really can't get any food because nothing's selling. So, you know, maybe just have to make a little money, the children them go to them bed and a piece of bread. If you can afford the bread. Because sometimes there's no money at all. As I can say, there's no money like this morning, it's a planting. Because 1, 2, 3 go to school, and not even one out of the 3 gone to school this morning. There's no money. And basically, I don't send help. Because we have been here 4 years and had no. And there's no help for us. So we have to do a little hustling to keep up the ability. To make the children them survive. So, you know, basically things are getting expensive and you just have to eat what you can afford. If you have coconut, you have to get the coconut. You just have to eat what you can afford. Because if you don't have it, what are you going to do? Steal? And it's just what you can afford. Times are hard. You're welcome. So, and you can come inside and have a look, you know, what's inside there's like, you know, because it's tough. Believe me, it's 10 of us inside and it's really, really tough. Because sometimes the baby, even the baby, sick. You just have to find some little thing and boil give him because no money can go to hospital. Alright, wow. The last time I'm sick and I can go to doctor, I have to walk come home. I'm still getting that medication because I can't afford it. Everybody was coming back home and somebody threw a stone and this guy was coming, it was a ladder and it hit her from behind. Her neck was broken. She was there for about maybe half an hour before the ambulance. She died. The little money that we had saved in Trent Partner, that's what we have to take and bury her. She said I don't miss her. En 81, Edward Seaga, qui vient d'être élu, applique une politique de néolibéralisme économique. Le FMI accorde en quelques mois à la Jamaïque le crédit demandé cette fois par un de ses anciens fonctionnaires, un premier prêt de 477 millions de dollars. La préoccupation du nouveau Premier ministre est de réussir tous les tests du FMI pour obtenir de plus en plus de prêts. Dans un premier temps, cette politique donne quelques résultats, mais le mal dont souffre la Jamaïque refait surface. Le pays est pauvre et ne peut matériellement pas satisfaire aux conditions du modèle imposé par le FMI, basé sur une économie de marché et la libre concurrence. Après avoir beaucoup emprunté, il faut commencer à rembourser. Et le paiement des intérêts de la dette extérieure est le minimum exigé par le FMI. Ronald Reagan vole au secours de son ami Seaga. Entre 1981 et 1984, Washington va verser à la Jamaïque sous forme de dons 500 millions de dollars, le double de ce qui a pu être prêté au pays en 24 ans depuis l'indépendance. We didn't get the kind of funds that we wanted, but we got sufficient in the early part to begin the recovery. What created the problem after that was the recession that engulfed the world in the middle part of the 1980s. And that set us back a great deal. It was at that time that we had to borrow in order to cushion the blow of the fallout in our export earnings when during that recession we lost half of our export earnings because of the fallout in the alumina and bauxite industry. They pulled the state back radically, and I could understand that from their point of view. Therefore, the private sector began to have a new birth of confidence and desire to invest. But what they did was to then proceed to use their friendship in Washington and their new friendship with the IMF, because they had got rid of the enfant terrible, been removed from the scene. And they proceeded to borrow money like they had gone mad. They put Jamaica into the massive debt from which we now suffer. We left a debt at about, I don't remember, 1.5 billion. And they are 1.7 billion. By the time they were finished, in just 8 years, it had multiplied by nearly 3 times to over 4 billion till we were the most heavily in-debt country per capita in the world. It was a madness of just throwing borrowed money at everything.
to maintain a standard of living, which they had promised. They had said, put us in, and you'll get back your Mercedes Benzes, your this, your that. The shops will overflow with goods. There was no production for that. They borrowed the money for that. And we're still trying to pay off what they borrowed. Dans les 2 années qui suivent l'accession de Siaga au pouvoir, 23 000 petits producteurs font faillite et sont absorbés par les trusts agroalimentaires. La Gulf and Western rachète les plantations transformées en coopératives ouvrières par le gouvernement précédent. Et la United Fruit met la main 1 an plus tard sur les fermes agricoles. Les experts du FMI conseillent le licenciement massif de salariés et la fermeture des entreprises d'État jugées malades. Les surplus de nourriture des pays riches sont proposés à un prix dérisoire, à perte, pour prouver qu'un certain type d'agriculture n'est plus rentable. Compte tenu de la baisse des cours des produits agricoles, il fallait il y a 15 ans exporter 20 tonnes de bananes pour acheter un tracteur. Il en faut 100 aujourd'hui. La Jamaïque, qui exportait 160 000 tonnes de bananes en 70, n'en exporte plus que 12 000 tonnes 15 ans plus tard. The Great Recession that set in worldwide brought great difficulties to us because it caused us to lose 1/2 of our total export earnings. Can you imagine a country's export earnings being cut in half overnight, not with any forewarning? And so the bottom dropped out for us. It was then that we had to go out and borrow funds in order to be able to cushion the impact. And it was at that time that we put the IMF program into place to adjust the economy. Quelques mois après l'application par Edward Siaga du programme d'ajustement du FMI, l'UNICEF, qui demande régulièrement au Fonds monétaire des ajustements à visage humain, alerte le ministère de la Santé jamaïcain sur le nombre anormalement élevé d'enfants admis dans les hôpitaux pour malnutrition. Une commission d'enquête est confiée à Christine Fox, médecin nutritionniste. We did approximately 5,000 children. The subsidies of several food items were removed. Some basic foods such as flour, cornmeal, sugar. What we do is look at what we call a basic food basket for feeding a family of 5. We look at that cost and we compare it with the minimum wage. So you find that, for example, in 1979, the cost of the food basket compared with the minimum wage, it was something like 29% of the minimum wage. Since then, the cost of the food basket has increased dramatically. And I would say I don't remember exactly what period, but every year since 1983, the cost of the food basket has been more than the minimum wage. So we have plotted that relationship, the ratio of the food basket to the minimum wage, against the number of children being admitted to the hospital for malnutrition. And we have found an association. In other words, if there's a dramatic increase in the cost in relation to the minimum wage, we also find that there's an increase in the number of children being admitted to a hospital. And certainly, if I recall correctly, 1985, 1984, somewhere around there, when the subsidy was removed, we did find that happening, where there was a peak in the number of children admitted to hospital for malnutrition. We had community health workers, women mainly, who interface between the community and the health services. These persons, a number of those were made redundant. We had not accumulated sufficient resources to be able to tackle the 2 major areas which had been run down over the 70s and throughout the 80s, the 2 areas of health and education. So that the health services were weak and the educational services were weak. And as a result of that, those services which affect the people, they felt that we were not paying sufficient attention to those areas. The fact of the matter was that we gave our attention first to rebuilding the economy. IMF measures naturally will affect
the lowest income groups more so than anyone else. That is given the nature of the measures, so that is unavoidable. Le Fonds monétaire a imposé des politiques qui ont eu des effets désastreux sur les pauvres. Soyons clairs, quand il y a une politique qui crée volontairement le chômage, sans que ce soit mis en place des filets de sécurité, sans que les prix alimentaires des produits de base soient contrôlés, sans qu'on assure la possibilité pour les enfants de continuer à aller à l'école et les femmes d'accoucher dans des conditions décentes. Autrement dit, quand il n'y a pas une pratique sociale à côté des mesures économiques, c'est certainement un désastre pour les pauvres. Là où le fonds est gravement déficitaire, c'est, il dit tout de suite, mais nous n'avons à nous occuper que de l'économie et c'est aux autres de voir le côté social. Ça, je trouve que c'est irresponsable. Ceci dit, il faudrait avoir une coopération au niveau planétaire pour que ces politiques d'austérité ne veulent pas dire la mort d'un demi-million d'enfants chaque année. Quand nous arrivons dans un pays pour aider à remettre les choses en ordre, nous arrivons dans une situation où les plus pauvres souffrent. Pour remettre la situation en ordre, il faut malheureusement trop souvent faire de la chirurgie là où, si on s'y était pris plus tôt, on aurait pu se contenter de médecine. Et quand il y a chirurgie, il y a souffrance de tous. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ça sert à quelque chose? Les mesures proposées par le Fonds monétaire sont pratiquement toujours les mêmes. Quel que soit le pays, les remèdes sont identiques. Le Fonds a pour souci deux choses. Premièrement, de réduire l'inflation. Et ça, il le fait très bien. Il faut lui donner ce crédit. Et il est vrai aussi que l'inflation est très dangereuse pour les petites gens, que l'inflation peut absolument éliminer toutes les économies des gens, qu'ils ne peuvent plus se nourrir, etc. Donc il est important de juguler l'inflation. Malheureusement, l'autre préoccupation du Fonds monétaire, c'est que la dette soit remboursée. Et pour rembourser la dette, on ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? On ne peut pas à la fois avoir de l'argent pour importer, disons, de la nourriture ou des produits nécessaires, manufacturés ou des machines-outils, et payer sa dette. On ne peut pas avoir des budgets de santé et d'éducation florissantes et rembourser sa dette. Alors, l'austérité, c'est quoi? L'austérité, d'ailleurs le Fonds monétaire n'aime pas ce mot-là, préfère parler d'ajustement structurel, préfère parler de stabilisation, n'est-ce pas? Mais les effets de cette politique, c'est que l'économie est orientée vers l'exportation et non pas vers la satisfaction des besoins, en particulier alimentaires internes. Et cela a pour effet que le gouvernement doit réduire autant que possible ses dépenses de manière à faire des économies, parce que le but, c'est de rendre le pays de nouveau, comme ils disent, credit-worthy, digne de crédit. Et on ne devient digne de crédit qu'en remboursant ses dettes. Alors, tous les efforts sont axés dans cette direction. Et pour rembourser les dettes, il faut exporter, il faut gagner de l'argent. Quand un pays souffre d'un déséquilibre budgétaire
qui crée la récession, qui crée l'inflation, eh bien, il faut traiter le problème du déséquilibre budgétaire. Et jusqu'à présent, on n'a rien inventé d'autre que de couper les dépenses et d'accroître les impôts. Et donc, vous trouvez souvent dans notre ordonnance, en quelque sorte, des mesures de caractère budgétaire. Quand un pays n'exporte pas, c'est que souvent son taux de change est surévalué. Il faut l'ajuster. Quand un pays s'enferme dans le protectionnisme et est étouffé par ses propres protections, il faut l'aider à ouvrir ses frontières. Vous trouvez souvent dans nos prescriptions cette invitation à l'ouverture. Quand les entreprises publiques absorbent par leur déficit les ressources nationales, il faut redresser les entreprises publiques, les privatiser ou les mettre en condition de compétition égale avec le secteur privé. Vous trouvez donc souvent cela dans nos prescriptions. Mais ça, si vous le trouvez souvent, ce n'est pas parce que nous sommes obsédés par ces choses, que nous avons dans nos placards une sorte de camisole de force que nous imposerions à nos malades. Ce qui se passe, c'est que nos malades en général souffrent de la même maladie. Quand le Fonds monétaire, le plus souvent en tandem avec la Banque mondiale, commence à dicter une politique qui est dite économique, cela finit par avoir des effets par ricochet qui vont bien au-delà du domaine économique. Quand le fonds dit à un pays de dévaluer sa monnaie, quand il lui dit d'orienter sa production vers l'exportation, quand il lui dit de faire des coupes sombres dans le budget de l'État, de licencier des fonctionnaires, etc., il y a un effet pour toute la population. Quand les subventions aux produits de base sont éliminées, cela veut dire que les prix des premières nécessités, le pain, le riz, le maïs, l'huile de cuisine, le kérosène pour faire la cuisine, etc., peuvent augmenter dans des proportions tout à fait considérables et du jour au lendemain. Et c'est d'ailleurs en général pour ça que les gens se révoltent, que les gens descendent dans la rue et qu'il y a ce que l'on appelle maintenant des émeutes FMI. L'austérité imposée pendant 2 longues années par le FMI est dramatiquement subie par les plus démunis. En 1985, Edward Siaga applique les nouvelles demandes du Fonds monétaire. C'en est trop. La population excédée descend dans la rue et Kingston s'embrase sous les émeutes. Magasins pris d'assaut, rayons dévalisés, les premières émeutes de la faim contre l'austérité économique sont réprimées avec violence et font plusieurs morts. Dans une population au seuil de la détresse alimentaire, les nouvelles mesures ont servi de détonateur. Les couches les plus pauvres se sentent soudain menacées dans leur existence même. Le nouveau plan proposé est implacable. 6200 postes disparaissent du secteur public, principalement dans l'éducation, et 1500 postes sont supprimés au ministère de la Santé. La suppression totale des subventions alimentaires a été précédée d'une baisse générale des salaires et entraîne une perte de revenus de 50%. Le coût de la vie a augmenté de 60% en un an et il faut une journée de salaire pour acheter une douzaine d'œufs. Le plus grand quotidien de Kingston, qui a toujours soutenu Edward Siaga, écrit « Ce pays est enchaîné par Siaga, qui en a détruit l'économie. Chaque jour apporte de nouveaux fardeaux. » A lot of money was borrowed with nothing to show for it because we had no growth and we did not improve our foreign exchange reserves. We failed to improve employment and we had very high inflation. We also had to borrow in the 1980s because half of our foreign exchange earnings were lost through the recession. So when you add them both together, we became very heavily indebted. Ronald Reagan fait voter en 1986 une loi qui donne le privilège aux produits jamaïcains d'accéder sans taxe sur le marché américain. Mais le pays n'est plus en mesure de rembourser ses dettes et les relations idylliques entre Siaga et le FMI se détériorent peu à peu. La Jamaïque est virtuellement au bord de la faillite. We cannot take no more, right? We don't let the government renegotiate the IMF policy. I resign if him can't manage it, let somebody else take it over. Take on Siaga! The IMF, unfortunately, has been fairly rigid
over the years in its approach to economic problems. And it has continued to use a formula of currency devaluations and other measures like that to deal with all problems. We have said to them that all problems cannot be dealt with in the same way. But there was a time when I had a struggle with the IMF because they wanted us to devalue, although we had been recovering quite well, and all that was needed was just a slight adjustment. They wanted us to undergo a devaluation for that slight adjustment. I told them that devaluations were psychologically very bad, and I didn't want to undertake any more because it wasn't necessary. We could make the adjustment by using a different mechanism. They insisted, and so for 3 months I refused to pay them. Lâché par le Fonds monétaire et privé du soutien de Ronald Reagan qui vient de quitter le pouvoir, Edward Seaga se présente aux élections de 88 sans trop y croire. Le trop bon élève du FMI ne peut que présenter un bilan désastreux. En 8 ans, compte tenu de la croissance démographique, le revenu par habitant a baissé de 40%. Les caisses sont vides et le pays consacre plus de la moitié de ses recettes au remboursement des seuls intérêts de la dette. Seaga est battu par Manley qui revient au pouvoir. La Jamaïque est devenue le pays le plus endetté de l'hémisphère. Chaque Jamaïcain, en théorie, doit près de 1 500 $ aux créanciers étrangers. 1 an plus tôt, on a commencé à distribuer des tickets d'alimentation. Le dollar jamaïcain, qui s'échangeait quelques années plus tôt à égalité contre un dollar américain, s'est effondré au fil des dévaluations. Il en faut 33 aujourd'hui pour en obtenir un seul. Manley tente de sortir de la crise sans se plier aux exigences du FMI, en suivant une troisième voie entre la thérapie de choc et le socialisme. Mais le cœur n'y est plus, et il a pris ses distances avec Cuba. Manley, fatigué, s'adapte à l'ère du temps et va finir par continuer la politique de Seaga. Mais il n'ira pas jusqu'au bout de son mandat. Atteint d'un cancer, Michael Manley décide de se retirer et démissionne en 92. Very careful consultation with my doctors, I can no longer give those 16-hour days. Many other jobs are less demanding, but this one brooks no compromise. I carry memories of the good times and the bad times. I have marveled at your courage, at your loyalty, at your kindness. So after 23 years as leader of the People's National Party, 11 spent as leader of the opposition, and 12 as head of government, the time has come for the baton to pass. I say farewell to one whose presence has been part of the very life of this house for nearly 20 years, and who will be greatly missed. C'est Edward Seaga qui sera chargé de dire à la tribune du Parlement combien la Jamaïque va regretter le départ de Michael Manley. Le socialiste Percival Patterson est élu Premier ministre. Il appliquera sagement les mesures du FMI, préconisées avec un enthousiasme inébranlable depuis des années, même si dans son premier discours, il promet de rompre définitivement avec le FMI fin 95. À moins qu'entre-temps, le remède n'ait tué le patient. The poverty that you see in Jamaica today, the struggle of the masses, you must remember that more than half of the people of Jamaica are below the poverty line. 70% of our children who graduate from primary school can neither read nor write. 70% of our people have never seen a dentist. 84% of our children are born out of wedlock. Unemployment
is about 25–30%, all depending on who you talk to. The average salary in Jamaican dollars comes out in American dollars to maybe $20 a week, US. And a pair of shoes may cost $50, $60 US. So you see the disparity between what a person may receive and what they can afford. The economy of our country, almost 60 cents of our dollar goes to pay the foreign debt. So we have little or nothing for health, education, social services, health, penal reform, the prisons. We have little or nothing to spend on that. We are paying back the debt by the hunger of our children, by our children having no seats in our schools, by our hospitals being destroyed or dilapidated and completely without medicines. That's how the third world debt is being paid back. But to pay back means the death of our children, means what you've seen, Riverton City, the suffering and the hunger and the unemployment and the bad housing, and many of our people living like refugees. The vast majority of the poor, the masses, the blacks of the country, have little or nothing. They are on the bottom. The people are ram-packed here, hundreds of thousands, maybe about 150,000 people are ram-packed in these little narrow lanes. These are the most abandoned. These are the poorest of the poor. Venu en Jamaïque il y a 18 ans pour 2 semaines, le père Richards Albert n'en est jamais reparti. Cet Américain a quitté New York et le Bronx pour vivre avec les sans-espoir de Riverton. Ce gigantesque bidonville fait de quelques briques, de tôle découpée, se développe comme une tumeur à l'est de la capitale. Près de 150 000 personnes s'entassent dans des taudis, essayant de survivre dans les mêmes baraques, faites de planches et de boue séchée. Une véritable fournaise, car ici, c'est l'été toute l'année. Tous ici dépendent largement pour leur survie de l'aide des missions caritatives. Comment nourrir des centaines de milliers de Jamaïcains laminés par les réformes successives et les dévaluations dans un pays qui ne produit plus le quart de ses besoins alimentaires? See a man a come in and dump them up come from the north by us and shrimp food and all. Well, you see, during the first time coming out, we get bulldozer in. And after you get bulldozer in, it's like, no, we out. One have to come here and start to live and thing and mosquito fight, mosquito and cramp. And things to tell you survive, we out. Well, for juggling that at the pan. And then I raise some money from the youth them from the house. Far out, you know. For me, you know, it was the greatest, yes, it's the greatest situation what you in 1980. Yeah? Biggest situation in 1980. My youth will come back and struggle, you know. Yeah, I did have a truck and thing, and you that work with a man by the name of Chad, man, do cabbage work. Well, the same politician them and now caused me to lose that truck. But them burn it up and burn down my ranch too. I don't know if you know until I lose in 1980. If I get burned out, find myself in up all some bad ways. Get all shot in a dispute here. 80. Politician that burn. Separation cause it's never far. Man and man just fight down that and say, watch out, to just cool up them things and some dead out, some live it out and some run away. Some run away. So that's a problem. À l'ouest de Kingston, à Garbage City, la ville poubelle,
ont échoué des dizaines de milliers de personnes sans travail, à la rue. Depuis des années, ils convergent vers cette peau de chagrin surpeuplée et le flot continu vient bousculer et bouleverser les prévisions économiques. Ces populations tombées du ciel, ces rejetés baptisés vautours, en sont réduits à passer au peigne fin les dépôts d'ordures pour survivre. Mais même les décharges s'appauvrissent avec la crise. Children and whip our mothers. Can't find nothing. I just buckle and live by on copper, brass and loom. Yeah, people from Spanish Town, all about Jamaica. Yeah, little people come from all about one town. Have chuck come down. Cause you have people come every day, different set of people, and go, come and go. God know what they can take up and still take up something where make them achieve food out of it. You understand? Cause a whole lot of people live by it still, you know. Old clothes, shoes. Sometimes you have people fight over all one pin pan. Sometimes you have people just fight over buckle, copper. Well, they have people do all kind of matter of things there, which you're not going to do it. And the food you got to look still, you know, but you have some people who look food. You have people who pick up all meat. You have more hungry belly children there out right now. Want some better. Yeah? Out of what we are doing. Say, there's a farm boat, say 1970. Till now, I'm just no better still, you know. I'm still a gone, you know. You understand? I can't stop, you know, because if we stop right now, we go out on the street, go with a brother and sister. And that, we don't say that put the band away still, you know. If you still go rob a brother, go rob a sister. You have some people who sell a $50 a day, and that's reserved for the whole week. So tomorrow I'm hustling not even 20. I tell you the truth, you know, sometimes you don't raise nothing. Sometimes you raise a $50, sometimes you raise a $100. Raise a $500, come like say 6 away to share for 7 away or 8 away. But it's nothing still, because we still give thanks for again. You better go out on the road and hold a man rob him, you know, and come in back and have money in our pocket. Because the life we are living really in the right, you know. We know so we are born Jamaican and we really are living that kind of life here. In our country. And we still not get the supporters unite. You understand? The life better come out of where we are dealing with. Because the system not right. They're fraud. Well, if me go to work for look at work, I not get it, you know. I must say, boy, a Riverton city we live and boy, Riverton man a thief. Riverton man a gunman, Riverton man a this and Riverton man a that. And yet still, yeah, never woman and one pit, you know. Sometimes I go to school when the money available. When the money not there, you don't know. I have to just go on there with me. But I'm not making go on my back or juggle. You can't make the man and the mother come and do the same thing with the father do. I have to see this hold up in me, try to show him better. That light left out of this and really reach the state still there. Try to achieve when we can help my father, brother, my sister, help him, even my friend them around me. You understand? I like some help. En 20 ans, plus d'1,5 million de personnes, la moitié de la population de l'île, se sont expatriées hors de leur sol natal et sont allées grossir le flot des réfugiés aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada. Sur un mur de l'ambassade des États-Unis, masqué par les longues files d'attente de personnes cherchant à obtenir un visa, sous l'habituel graffiti US Go Home, quelqu'un y a rajouté « Mais prenez-moi avec vous ». Aujourd'hui, la Jamaïque vit sous perfusion du FMI. Et pourtant, depuis 5 ans, par un enchaînement pervers, le Fonds monétaire reçoit plus d'argent de la Jamaïque qu'il ne lui en verse. Pour toute la population,
Même dans les quartiers les plus pauvres, ces 3 petites lettres FMI sont devenues un mot familier. Chaque flambée des prix voit les graffitis contre le fond couvrir les murs des ghettos de Kingston. FMI dehors, le Fonds monétaire suce votre sang. FMI fond de la misère internationale. Ou cocaïne FMI, ne consommez pas ce genre de drogue. Les relations entre le gouvernement Patterson et le Fonds monétaire font régulièrement les manchettes des journaux. Toute la population suit ce feuilleton. Chaque test, réussi ou raté, chaque prêt, accordé ou refusé, est un événement. If they say, look, we think we can do this without the IMF, I think there's probably no problem. I know that our Prime Minister, as I myself, would probably have done exactly the same if I had not chosen to retire when I did. He has said that he wants to be able to make it in the world without the IMF from next year onwards. And I hope he does. I don't think there's going to be any crisis about that at all. It is true that the present government is now following the policies which we laid down. But there is a big difference in following the policy and managing it. And the problem is that they do not understand the free market system. And because they come from a socialist background and do not understand the operations of a free market system, while they are following the policies, they are mismanaging it. And the result is that the country is once again in a destabilized condition and requires further adjustments. À Kingston, où une certaine prospérité se fait sentir, on note ça et là des progrès dans quelques secteurs et des conditions économiques susceptibles de s'améliorer. Pourtant, l'économie du pays est parmi les plus dépendantes. On importe 10 fois plus de denrées que la moyenne des pays d'Amérique latine. Si la Jamaïque donne aujourd'hui l'impression de s'en sortir, c'est au prix de dizaines de milliers de laissés pour compte. On a délibérément sacrifié une partie de la population de l'île. En fin d'après-midi, la bonne nouvelle venue de Washington fait les gros titres des journaux. La Jamaïque vient de réussir son test du FMI. Le montant de la dette extérieure, colossal, s'élève à 7 milliards de dollars. Et le seul service de la dette, intérêt compris, avoisine les 500 millions. Comme tous les pays sous-développés, le pays va s'endetter un peu plus pour survivre. Ce qu'on peut dire sur beaucoup de pays qui ont appliqué à la lettre tout ce que leur a demandé le Fonds monétaire, c'est que ça ne leur a pas tellement bien réussi. Il faudrait savoir quel est le délai justement d'un de ces plans. Pendant combien de temps faut-il attendre pour que ça prenne son effet? Pendant combien de temps faut-il tolérer des taux de chômage réels allant de 20 ou 30%? Pendant combien de temps faut-il tolérer des salaires qui ne couvrent pas les nécessités de base? Et encore, on est quelqu'un de privilégié quand on a un emploi permanent, n'est-ce pas? Il faudrait vraiment que les technocrates qui inventent ces plans prennent aussi la responsabilité de leur réussite ou pas, et qu'ils ne continuent pas au-delà d'un certain temps quand il est évident que ces économies ne reprennent pas le chemin de la croissance, de l'expansion. Alors écoutez, nous avons eu avec la Jamaïque une longue histoire de relations amicales, parfois tumultueuses. Dire que les Jamaïcains ont appliqué à la lettre nos programmes serait peut-être exagéré. Ce qui est clair, c'est que nous avons continuellement travaillé ensemble et qu'avec d'ailleurs des gouvernements successifs, les majorités et les oppositions alternant et travaillant avec nous. Ce qui est en tout cas clair, c'est que depuis 1992, et je suis ravi que vous voyez ça, nous avons là-bas, après un accord de stand-by qui avait produit de premiers résultats, nous avons un programme dit de facilité élargie qui va soutenir pendant une période de 3 ans la poursuite
de la transformation de l'économie de la Jamaïque. Et les premiers résultats, plutôt les résultats actuels de ce long effort de la Jamaïque sont remarquables. Bref, je crois que la Jamaïque est maintenant sur un chemin de croissance stable et forte. Et j'en suis ravi car nous avons vu ce pays faire un parcours difficile et ne pas toujours recevoir le soutien extérieur dont il aurait pu avoir besoin. Donc je suis confiant quant à l'avenir de la Jamaïque et heureux de ce que nous avons pu faire avec eux. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet now. To the rescue, here I am. Want you to know can you understand? When the morning gather the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too now.